Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. L'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique. Découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et dans ce 6e et dernier épisode de ma série spéciale sur l'influence et la persuasion, on va parler de ce qu'on appelle le principe de cohérence. Imaginez un instant avec moi une situation. Vous êtes en train de marcher dans la rue, tranquillement, et un individu qui porte un t-shirt de l'UNICEF vous accoste. Il vous explique qu'il veut vous parler de la cause de l'UNICEF, ça ne prendra que 2 minutes, etc. À ce stade, ça paraît cruel de refuser. Après tout, le pauvre gars passe sa journée dans la rue à parler à des passants qui sont pressés, et tout ça pour une bonne cause, donc vous acceptez de lui parler quelques minutes. Au cours de la conversation, il va vous conduire, en posant quelques questions, à accepter que vous soutenez la cause, etc. Évidemment que vous soutenez la cause, c'est une bonne cause, etc. Au bout de quelques minutes, le volontaire vous propose de faire une donation. À ce stade, il a enclenché dans votre cerveau le principe de cohérence. En d'autres termes, les chances que vous acceptiez sa demande maintenant sont largement supérieures à ce qui se serait passé si il vous avait demandé de l'argent directement dès qu'il vous avait abordé. Je pense qu'on comprend tous instinctivement que le volontaire qui a passé quelques minutes à nous parler de la cause a de meilleures chances de nous convaincre que celui qui nous demande de l'argent directement. Ce qu'on va voir dans ce podcast, c'est pourquoi, comment le principe de cohérence fonctionne et comment vous pouvez utiliser ce même mécanisme psychologique dans des situations absolument différentes pour améliorer l'efficacité de votre marketing et pour booster votre taux de conversion. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, cet épisode du podcast Marketing Mania est le 6e et dernier épisode d'une série sur l'influence et la persuasion qui est basée sur le livre Influence et manipulation de Cialdini. Dans le livre, Cialdini identifie 6 principes fondamentaux et j'ai réalisé un épisode du podcast sur chacun de ces 6 principes. Alors si vous avez manqué les épisodes précédents, vous pourrez facilement les retrouver à l'URL marketingmania.fr/influence. Ces 6 principes sont la preuve sociale, la cohérence, l'autorité, l'appréciation, la réciprocité et la rareté. En vous rendant sur le site, vous pourrez également télécharger un récapitulatif de la série avec en particulier une checklist PDF que vous pourrez utiliser quand vous créez une nouvelle page sur votre site ou même un nouveau site pour identifier quels principes de persuasion sont à votre disposition, lesquels vous avez déjà utilisés et lesquels vous pourriez injecter dans la page. Pour télécharger ça, vous pouvez vous rendre à l'adresse marketingmania.fr/influence. Mais pour le moment, rentrons ensemble dans les détails du principe de cohérence. La définition du principe de cohérence est la suivante. Nous nous comportons généralement de façon cohérente avec nos actions et nos engagements passés. Et ce principe tient même si la motivation originale pour nos actions passées a disparu. Reprenons notre exemple de l'UNICEF. En discutant avec le volontaire, vous admettez implicitement ou même peut-être explicitement que vous supportez sa cause. Une fois que vous avez accepté que vous supportez la bonne cause, le principe de cohérence rentre en jeu. Parce que maintenant, vous devez rester cohérent avec vos actions et vos engagements passés. Et donc, quand on vous demande de l'argent, puisque vous avez déjà admis que vous soutenez cette cause, la pression pour donner est à son maximum. L'utilisation de ce principe par les associations caritatives fait exploser leur taux de conversion en termes des gens à qui ils parlent, qui vont donner, parce qu'ils utilisent la méthode du pied dans la porte. Le pied dans la porte, c'est le fait de demander à quelqu'un de prendre un petit engagement qui n'a l'air de rien, parce que vous savez que le principe de cohérence va les pousser plus tard à prendre le grand engagement qui arrive. Ce principe est bien évidemment utilisé par les associations caritatives, par
les vendeurs au porte-à-porte, même si c'est une classe de gens qui a plus ou moins disparu de nos jours, évidemment, le pied dans la porte, c'est l'idée que si le vendeur arrive à enclencher la conversation, le principe de cohérence va pousser les gens à continuer à lui parler et va lui donner une chance de faire sa vente. Sur Internet, une des techniques classiques qui est utilisée en permanence, c'est le formulaire d'inscription. Peut-être que vous n'êtes pas prêt en arrivant sur mon site à acheter mon produit, mais vous serez prêt à faire un petit engagement qui est de vous inscrire à ma liste email. Psychologiquement, pourquoi est-ce que ça fonctionne ? La première raison pour laquelle le principe de cohérence est aussi efficace, c'est une question d'optimisation de nos ressources mentales. L'idée ici, c'est que si vous deviez faire au quotidien l'ensemble de vos décisions à partir de zéro, ça serait épuisant. Imaginez que vous deviez décider chaque jour quelle marque de céréales vous allez acheter, quelle marque de beurre, quelle marque de lait, quelle marque de chocolat, etc. Ça serait absolument épuisant pour vous de reprendre cette décision en permanence. C'est pour ça que l'être humain a tendance à faire le choix une fois, puis se tenir à ce choix tant qu'il n'y a pas de raison majeure de changer. En termes de vente et de marketing, c'est une méthode qui est souvent utilisée. Par exemple, si vous imaginez un vendeur de voitures qui serait assez malhonnête. Ce que le vendeur ferait, c'est que vous venez au concessionnaire, vous lui parlez de la voiture que vous recherchez, il vous montre une voiture, vous la conduisez autour du pâté de maison, vous êtes intéressé, le prix vous semble correct, vous commencez à remplir les formulaires pour acheter la voiture, etc. Tout d'un coup, le vendeur revient vous voir et vous dit « Ah, écoutez, on a fait une erreur, malheureusement, le modèle que vous voulez est plus tout à fait disponible, mais on a un modèle qui est très similaire. Le problème, c'est que c'est plus cher. Le prix augmente. » À ce stade-là, vous avez déjà, dans votre tête, pris la décision d'acheter. Vous avez déjà fait toute la réflexion, vous avez déjà fait toute la recherche, vous avez déjà décidé que vous voulez cette voiture. Ce qui s'est passé, c'est que vous, non seulement vous avez fait votre recherche, d'un autre côté, vous vous êtes auto-convaincu. Vous avez trouvé les arguments pour vous convaincre que vous avez fait la bonne décision. Et dans ce contexte, même si quelqu'un revient et vous dit que le prix a augmenté, vous avez de bonnes chances de dire « Écoutez, quoi qu'il arrive, c'est la bonne décision, on va continuer dans cette direction. » Vous cherchez à rester cohérent avec vos décisions et vos actions passées. La deuxième raison pour laquelle le principe de cohérence fonctionne aussi bien, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est un principe psychologique qui dit que nous sommes inconfortables quand nos actions ne sont pas alignées avec nos croyances. En d'autres termes, si vous avez pris une décision, vous allez chercher à aligner vos croyances avec cette action. Je vais vous donner un exemple qui rend les choses très claires. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous déteste et que vous voulez que cette personne vous apprécie, comment faire ? La plupart d'entre nous auraient l'instinct de se dire « Je vais faire des faveurs à cette personne, je vais être sympa et amiable avec cette personne dans l'espoir qu'elle finisse par m'apprécier. » L'expérience montre que l'inverse est vrai. En d'autres termes, si vous voulez que quelqu'un vous apprécie, c'est plus efficace de lui demander une faveur. Et un bel exemple de ce principe en action nous vient de Benjamin Franklin, le célèbre politicien américain du XVIIIe, qui écrit dans son autobiographie l'histoire d'un rival particulièrement hostile. Franklin était un fin psychologue. Comment convaincre ce rival de travailler main dans la main avec lui ? Ce que Franklin a fait dans ce cas-là, c'est qu'il a appris que ce rival possédait dans sa librairie un livre particulièrement rare, particulièrement précieux et particulièrement intéressant. Franklin a alors demandé à son rival de pouvoir emprunter ce livre pour l'observer, puisque c'est un livre si précieux, etc. Le rival accepte, peut-être par politesse, peut-être parce qu'il a été flatté de l'intérêt de Franklin, etc. Franklin reçoit le livre, l'observe pendant quelques jours, puis le rend à son rival avec un mot de gratitude. Le lendemain, le rival lui adresse la parole pour la première fois. Et au cours des années suivantes, ces deux hommes deviennent amis et resteront amis jusqu'à leur mort. Franklin résume la morale de cette histoire en disant « Celui qui vous a fait une faveur sera plus disposé à vous en faire une autre que celui que vous avez vous-même aidé. » Pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne parce que nos croyances suivent nos actions. Une fois que le rival a fait une faveur à Franklin,
il a fait une action positive envers lui. Et donc, ses croyances vont naturellement s'aligner pour suivre cette action. C'est quelque chose de contre-intuitif, mais c'est quelque chose qui a été encore et encore observé en psychologie. Le processus en psychologie cognitive s'appelle aussi la rationalisation. L'idée que nous allons créer nos croyances pour justifier nos actions passées. Et le dernier élément qui soutient le principe de cohérence, c'est tout simplement la pression sociale. La dissonance cognitive dont on vient de parler, c'est la pression interne, la pression sociale et la pression externe. Dans notre société, les personnes qui changent d'avis sont regardées d'un mauvais œil, comme des gens qui ne sont pas fiables, qui ne savent pas prendre de décisions, etc. Évidemment, l'exemple le plus simple, ce sont les politiciens. Un politicien qui change d'avis est fondamentalement louche. Et pourtant, il pourrait y avoir concrètement des très bonnes raisons de changer d'avis. Il peut avoir reçu de meilleures informations entre-temps, la situation a changé, etc. Et pourtant, un politicien qui se contredit, même s'il se contredit à plusieurs années ou même plusieurs décennies d'intervalle, va être considéré comme quelqu'un de louche et c'est considéré comme une marque de faiblesse de changer d'avis. Et donc, dans notre vie de tous les jours, il y a une pression sociale à agir de façon cohérente avec nos actions et nos dires passés. Et les gens qui décident de changer d'avis doivent être prêts à faire preuve à une certaine résistance de la part de leur entourage. Ces trois facteurs, qui sont l'utilisation efficace de nos ressources mentales, la dissonance cognitive et la pression sociale, sont les trois piliers qui vont créer ce principe de cohérence. Alors maintenant, voyons comment est-ce que vous pouvez utiliser ce principe de cohérence pour booster vos conversions très concrètement. La première chose que vous pouvez faire, c'est de décomposer votre objectif en une série de petites actions. Un excellent exemple donné par Cialdini vient d'un milieu qui n'a rien à voir avec le marketing, c'est la guerre de Corée au début des années 50. Pendant la guerre de Corée, les Chinois étaient extrêmement efficaces pour pousser les prisonniers de guerre américains à dénoncer leurs collègues. Par exemple, dans un camp de prisonniers, comment pousser un prisonnier à dénoncer une tentative d'évasion, par exemple. Il s'avère que les camps de prisonniers gérés par les Chinois avaient un pourcentage relativement important de prisonniers de guerre américains qui acceptaient de collaborer contre leurs collègues. Et pourtant, pendant la même guerre, les camps de prisonniers gérés par les Coréens du Nord, qui utilisaient une certaine brutalité pour arracher des confessions, se révélaient très inefficaces pour générer des collaborateurs. Et même les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient eu très peu de succès et les prisonniers de guerre américains avaient donné très peu d'informations pendant ce conflit. Alors, quelles sont les techniques spéciales que les Chinois ont utilisées, que les Coréens et les Allemands ne connaissaient pas? Cette technique, vous l'aurez deviné, c'est le principe de cohérence. Et plus précisément, c'est le fait de décomposer votre objectif en une série de petites actions pour pousser votre cible à prendre l'action finale. En l'occurrence, l'objectif final, c'était de pousser un prisonnier américain à collaborer avec les autorités du camp de prisonniers et à dénoncer ses camarades. Le problème, évidemment, c'est que les prisonniers américains sont des soldats qui sont bien entraînés, qui sont patriotes, qui sont résistants dans une certaine mesure à la violence et à la torture. Et on l'a vu avec l'exemple des Coréens, la violence et la torture n'étaient pas particulièrement efficaces. L'image interne du soldat américain, c'est de se dire « Je suis un patriote et je ne trahirai jamais mon pays et mes camarades, plutôt mourir ». Face à ce problème, les Chinois avaient une compréhension intuitive de cette psychologie. Leur solution était de décomposer cette action finale souhaitée en une série de petits engagements de façon à ce que chaque engagement apparaisse individuellement mineur. Donc pour amener un prisonnier américain à collaborer, vous pourriez commencer par lui demander de répéter une phrase du type « Les États-Unis ne sont pas parfaits ». Dans un pays communiste, le chômage n'est pas un problème. En soi, répéter ces phrases ne semble pas une trahison. Tout le monde sait qu'elles sont vraies. Le soldat américain peut donc se sentir confortable à répéter ces phrases. Mais après ça, l'interrogateur va essayer de pousser les choses un peu plus loin. Donc tu m'as dit que les États-Unis ne sont pas un pays parfait. Est-ce que tu peux me dire un peu plus en quoi est-ce qu'ils ne sont pas un pays parfait? Ici,
l'engagement est un tout petit peu supérieur au dernier. Mais puisque le soldat a déjà fait cette affirmation, il semble qu'il peut détailler les raisons pour lesquelles les États-Unis ne sont pas parfaits. Étape suivante, on va écrire les raisons données par le soldat américain. À ce stade-là, cet engagement ne semble pas énorme puisqu'il les a dit à l'oral. Les écrire ne semble pas une trahison particulière. Mais maintenant, on va lui faire signer la liste. Et tout d'un coup, les imperfections citées par le soldat américain vont rentrer dans son identité. C'est une liste qui a été faite par lui. Mais puisque la liste a été faite, puisqu'il l'a dit à l'oral, ça ne semble pas un engagement énorme de la signer. Mais voilà l'étape suivante. Maintenant, on va demander au prisonnier de lire la liste qu'il a écrite devant un groupe d'autres prisonniers. En soi, la liste a été écrite et signée, donc l'engagement ne semble pas énorme en soi. Mais pourtant, on va renforcer dans l'identité de ce prisonnier le fait qu'il est un collaborateur, il est un traître. L'étape suivante, on va lui demander d'écrire un essai qui va creuser les idées en question. À ce stade, le prisonnier a déjà été trop loin. Il a déjà accepté de lister un certain nombre d'imperfections, d'écrire une liste, de la signer et de la dire devant un groupe de prisonniers. Et donc, écrire un texte qui détaille les raisons données ne semble pas un engagement énorme, ne semble pas un bond en avant trop important. Et donc, il le fait. Étape suivante, on va lire à la radio l'essai qui a été écrit par le soldat. On va mentionner son nom. Et à la radio, ce qui est intéressant, c'est que non seulement tous les gens qui sont dans ce camp de prisonniers vont entendre le nom de ce soldat avec son texte, mais aussi les prisonniers qui sont dans d'autres camps et aussi les forces américaines vont pouvoir capter ces stations de radio et vont pouvoir entendre le nom de ce soldat en conjonction avec le texte qu'il a écrit qui critique les États-Unis. À ce stade, le soldat, en faisant de toutes petites étapes, a été trop loin. Il a écrit un texte et il a signé un texte qui a été lu à la radio du régime coréen et que tous les soldats américains qui l'entourent ont pu entendre. Et c'est à ce stade que le soldat est tellement engagé dans le process que potentiellement il commence à être rejeté par les autres soldats. Il commence à être traité comme un traître. Et donc, son identité commence à se transformer par le principe dont on a parlé tout à l'heure de la dissonance cognitive. Bah tiens, j'ai quand même écrit ce texte qui critique les États-Unis, j'ai quand même collaboré avec ces Coréens. Peut-être que finalement, les États-Unis ne sont pas la cause aussi juste. Peut-être que les Coréens ont raison d'une certaine façon. Peut-être que ce n'est pas si grave si je leur révèle, en échange de certains avantages, tel ou tel plan de mes camarades qui tentent de s'échapper du camp. Et donc, soudainement, le contexte a été reformulé pour le soldat. Il devient prêt à donner progressivement des informations aux autorités du camp parce que c'est la chose cohérente à faire selon ses actions passées. En marketing, ce principe est utilisé en permanence. Évidemment, l'exemple est moins violent que celui que j'ai donné avec la guerre de Corée, mais c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle un tunnel de vente. Par exemple, un tunnel de vente classique serait écrire un article, les gens lisent votre article, vous leur proposez de s'inscrire à votre liste email, et s'inscrire à votre liste email, vous leur envoyez quelques emails, vous leur proposez de venir à votre webinaire, ils viennent à votre webinaire, vous leur proposez d'acheter votre premier produit, et après ça, vous pouvez leur proposer un upsell, acheter un produit plus cher, etc. Dans ce cas-là, si vous avez été voir un prospect à froid et que vous lui avez demandé « Est-ce que vous voulez acheter mon produit ?», il vous aurait dit non. Mais en lui faisant traverser une série de petites étapes, vous pouvez amener cette personne à s'engager de plus en plus avec vous au point où il vous connaît suffisamment bien, il vous fait suffisamment confiance et il apprécie suffisamment ce que vous faites pour acheter votre produit. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Il y a différentes façons de le mettre en place. Pour du logiciel, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un essai gratuit. L'essai gratuit, ça vous permet de faire le premier engagement, un engagement qui est minime puisque vous ne dépensez rien, mais graduellement, au fur et à mesure de l'utilisation du logiciel, vous allez y prendre habitude, vous allez rester cohérent avec vos actions, et quand vient le moment où votre essai se termine, vous avez des chances, si vous utilisez le logiciel, de vous inscrire. Ce principe est même utilisé par des produits gratuits. Si vous voyez le produit qui est Facebook, la première fois que vous êtes inscrit sur Facebook, vous ne pensez pas que vous alliez y passer des heures et des heures et des heures de votre vie. Vous aviez un objectif simple, vous connectez avec tel ami,
pouvoir simplifier tel ou tel aspect de votre vie, etc. On vous attire avec un engagement minime, donnez votre nom, votre email, votre âge, peut-être une photo, c'est tout ce qu'on vous demande. Mais au fur et à mesure que votre engagement augmente, vous devenez une personne qui utilise Facebook. Votre identité change en passant chaque jour un peu de temps sur Facebook. Et donc, Facebook devient de plus en plus justifié à vous demander de plus en plus d'informations. Si le premier jour, on vous avait demandé l'ensemble des informations, vous auriez été repoussé. Mais le fait que cet engagement soit fait au fur et à mesure, grâce au principe de cohérence, vous persuade d'aller jusqu'au bout. Ce principe s'applique même en termes de web design. Si vous voulez créer un formulaire, la façon la plus efficace de créer un formulaire, c'est toujours de commencer par le champ le plus facile à remplir. Par exemple, vous pouvez assez facilement retrouver une étude de cas menée par le site Conversion Excel qui montre que simplement en inversant l'ordre des champs sur un formulaire et en mettant le champ le plus facile au départ, en l'occurrence une question à choix multiple, êtes-vous un homme ou une femme, quelque chose qui est très facile à répondre, vous allez pousser un maximum de gens à commencer à remplir le formulaire. Et puisqu'ils ont commencé, ils pourraient aussi bien finir. Alors que si vous aviez commencé par le champ le plus compliqué, du type « rentrez votre carte bleue », moins de gens vont commencer et donc moins de gens vont finir. Et dans l'étude de cas que j'ai mentionnée, le simple fait de permuter les champs sur un même formulaire ont permis d'augmenter le taux de conversion de 44,7%, ce qui est évidemment un résultat énorme pour un changement aussi simple. Pour appliquer le principe de cohérence en web design et sur les formulaires, vous pouvez aller encore plus loin, c'est de décomposer un formulaire en plusieurs étapes. Au lieu de mettre un formulaire avec 15 champs, mettez un formulaire avec 2 champs, prénom et email, et demandez aux gens de cliquer sur le bouton suivant. Au moment où les gens ont rempli ces 2 champs, ont cliqué sur le bouton suivant, ils ont commencé à remplir le formulaire. Et maintenant, le principe de cohérence les pousse à remplir le reste du formulaire. Et tous ces gens qui n'auraient jamais rempli un formulaire à 15 étapes, s'ils avaient vu directement les 15 étapes, vont remplir les 2 étapes, puis 5 étapes, puis 8 étapes restantes, et ils vont finir par remplir le formulaire parce que vous les avez attirés avec un engagement progressif. Bien sûr, en bonus, le fait d'utiliser cette tactique vous permet de mener des campagnes d'abandon de panier, puisque après la première étape, vous avez reçu l'email de votre prospect. S'il abandonne à cette étape, vous pouvez le relancer par email. Les campagnes d'abandon de panier de cette façon sont extrêmement efficaces, en particulier pour les sites de e-commerce. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas en place sur votre site de e-commerce, je vous conseille très fortement de réfléchir à un système de ce type-là. Une des meilleures mises en application que j'ai vues de ce principe-là en termes de formulaire est sur le site eHarmony. Donc eHarmony, c'est un site de rencontres et comme beaucoup de sites de rencontres, il a besoin de beaucoup d'informations dès le départ pour trouver les gens qui vous correspondent sur le site. Comment demander toutes ces informations à un prospect sans l'effrayer? La solution utilisée par eHarmony, c'est de mettre une première étape simple comme beau jour. La première étape, c'est « Je suis un homme ou une femme, je cherche un homme ou une femme, j'habite dans telle ville ». C'est les informations les plus basiques, vous n'avez pas besoin de réfléchir une seule seconde pour y répondre, mais une fois que vous avez rempli ces informations, ça vous prend 30 secondes, vous avez cliqué sur le bouton « Suivant », vous avez commencé une action. Et donc, votre principe de cohérence interne va vous pousser à remplir l'étape suivante, et puis l'étape suivante, puis l'étape suivante. Et donc, en conclusion de cet épisode, l'idée est que nous nous comportons généralement de façon cohérente avec nos actions et avec nos engagements passés. Si vous commencez par demander un petit engagement à votre prospect, vous pouvez construire par la suite une suite d'actions qui augmentent progressivement son investissement jusqu'à lui faire accomplir votre objectif final. Cet épisode est donc le dernier de ma série sur l'influence et la persuasion. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents, vous pouvez tous les retrouver en vous rendant sur marketingmania.fr/influence. Et si vous avez déjà écouté la série en entier et que vous avez apprécié cette balade dans l'univers de la psychologie et de la persuasion, je vais vous demander une faveur. Pourriez-vous me rendre ce service et partager votre épisode préféré de la série avec un ami que vous pensez que la série pourrait aider? Ça me rendrait un grand service, ça serait pour moi une grande motivation et ça ne vous prend que quelques secondes. Et bien sûr, si vous voulez vous abonner au podcast ou si vous voulez télécharger
le résumé en version PDF de cette série sur la persuasion, vous pouvez vous rendre à la même adresse, marketingmania.fr/influence, et vous retrouverez toutes les informations dont vous avez besoin. Quant à moi, j'espère que vous avez apprécié cette série sur la persuasion. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires, par email ou même sur Twitter ce que vous en avez pensé, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné pour vous. Me donner ce feedback-là me permet de produire pour la suite de meilleurs épisodes pour vous. Le podcast reviendra bien sûr mardi prochain avec un nouvel épisode. Je vous souhaite une semaine productive et à mardi.